Ibrahima, la trahison du mentor. J'ai toujours cru qu'il fallait cultiver les talents, surtout chez les jeunes. Quand Fatou, une étudiante brillante mais ambitieuse, m'a demandé de la mentorer, je l'ai accueillie. J'ai passé des heures à guider ses recherches, à l'aider avec sa thèse, à la présenter à mon réseau. Je voyais son potentiel et je voulais l'aider à réussir. Puis est venue la compétition pour une prestigieuse bourse internationale. Elle était une candidate solide, mais d'autres l'étaient aussi. Elle est devenue obsédée par l'idée de gagner. Un jour, elle est venue me voir, bouleversée, affirmant avoir perdu un fichier de recherche crucial, laissant entendre qu'un rival l'avait saboté. Moi, dans mon désir d'aider, je lui ai proposé d'accéder à mon bureau après les heures de travail pour récupérer des ressources partagées sur mon ordinateur. Je lui ai même donné ma clé de rechange, lui faisant entièrement confiance. Le lendemain matin, la police était à ma porte. Elle m'a accusé de plagiat, a affirmé que j'avais volé sa thèse, ses idées originales, pour les publier sous mon propre nom. La preuve, l'accès à mon bureau, les preuves qu'elle avait méticuleusement plantées sur mon ordinateur, ces fichiers perdus réapparaissant soudainement, commodément datés avant les miens. Elle avait besoin d'une histoire dramatique pour le comité de la bourse, pour expliquer tout manque perçu dans son propre travail, et pour éliminer un rival perçu, moi. Je suis ici parce que l'ambition d'une jeune femme a dépassé son éthique, et ma confiance est devenue son arme. Ma réputation, bâtie sur des décennies d'honnêteté intellectuelle, a été brisée en un instant. Mon cri silencieux est pour l'intégrité du savoir, pour l'innocence du mentorat transformé en un complot sinistre. J'étais censé l'élever, mais elle m'a tiré vers le bas. Tout ça pour revendiquer un prix qui n'était jamais vraiment le sien. Daouda, la malédiction de l'objet enchanté. Je suis un homme de foi, un gardien des traditions. Les gens viennent à moi pour des bénédictions, pour des conseils, pour une protection contre la mauvaise volonté. Je prépare des charmes, des gris-gris, en utilisant une connaissance ancienne, toujours pour le bien. Je crois au pouvoir du spirituel, mais jamais pour nuire. Un jour, une femme, une étrangère d'un village voisin, est venue me voir. Elle semblait bouleversée, affirmant que son mari était distant, que leur amour s'éteignait. Elle a demandé un charme pour raviver son affection, pour ramener la paix dans son foyer. Je lui ai donné une simple et inoffensive bénédiction, une prière sur un morceau de papier, un gris-gris symbolique pour l'harmonie. Une semaine plus tard, elle est revenue. Non pas seule, mais avec son mari et les anciens du village. Elle criait. Il a maudit mon mari. Il a utilisé la magie noire pour le rendre malade. Son mari, en effet, semblait malade, souffrant d'une fièvre commune qui circulait. Mais elle a présenté mon charme, affirmant que c'était la preuve de mon intention malveillante, que je l'avais enchanté pour lui apporter la maladie, pas l'amour. Elle avait un plan. Peut-être voulait-elle quitter son mari et avait besoin d'une excuse. Peut-être voulait-elle discréditer les guérisseurs traditionnels. Ou peut-être a-t-elle sincèrement cru qu'un autre praticien lui avait dit que mon charme était la cause de sa maladie, transformant mon intention bienveillante en quelque chose de maléfique. Son étalage dramatique, ses accusations publiques de sorcellerie, ont enflammé les villageois. Je suis ici, accusé de sorcellerie, un crime contre la nature et l'esprit. Ma pratique spirituelle, l'œuvre de ma vie pour le bien, est taxée de mal. Mon cri silencieux est pour le savoir sacré perverti, pour le bon nom souillé par la peur et l'ignorance. Je suis un guérisseur, maintenant emprisonné, parce qu'une femme a choisi de transformer une bénédiction en une malédiction pour servir son propre agenda. Mansour, la couverture d'une affaire cachée. Je suis un homme discret, concentré sur mon travail et ma famille. J'évite les commérages, j'évite de m'en mêler. Mais parfois, les ennuis vous trouvent. Ma voisine, Aminata, était une femme mariée. Son mari voyageait fréquemment pour le travail. Un soir, j'ai entendu du bruit dans leur maison. Des cris, puis un fracas. Je suis allé voir, inquiet. Son mari était rentré inopinément et l'avait surprise avec un autre homme. Il était enragé. La scène était chaotique. Je me suis vite retiré, ne voulant pas m'en mêler. Mais le lendemain matin, la police était à ma porte. Aminata, désespérée de protéger sa réputation, son mariage, et d'éviter la colère de son mari, avait tissé un mensonge monstrueux. Elle a affirmé que j'étais l'homme avec qui elle était, que j'avais pénétré par effraction chez elle, m'étais imposé à elle, et que son mari avait simplement découvert la scène. Elle s'est dépeinte comme la victime, et moi comme l'agresseur. Elle a fourni des détails que seule une personne intime avec la maison pouvait connaître, des détails qu'elle avait appris en y vivant. Son mari, humilié, a préféré croire l'histoire d'une agression extérieure plutôt que la vérité de l'infidélité de sa femme.
Ses larmes, son traumatisme fin, étaient puissants. La communauté, avide de croire le pire, m'a rapidement condamné. Je suis ici parce qu'une femme a choisi de sacrifier ma liberté et mon bon nom pour sauver son propre mariage et sa réputation. Mon cri silencieux est pour l'homme innocent pris dans les mailles du péché d'autrui, pour la vérité enfouie sous une montagne de mensonges opportuns. Je paie le prix d'une transgression qui n'était pas la mienne, un secret qui n'aurait jamais dû m'impliquer. Ali, le complot d'héritage. Mon oncle, un homme d'une richesse considérable, est décédé récemment. Il n'avait pas d'héritier mâle direct, seulement des filles et des petites filles. Il était aussi très traditionnel, et avant de mourir, il a exprimé le souhait que sa terre, son entreprise, reste au sein de la lignée masculine élargie, gérée par un membre de la famille de confiance. J'étais l'un des cousins qu'il considérait. Sa fille aînée, une femme formidable nommée Fatoumata, avait toujours mal pris cela. Elle croyait que l'héritage devait lui revenir entièrement. Elle voulait tout contrôler. Elle nous considérait, moi et les autres parents masculins, comme des obstacles à son contrôle absolu. Alors, elle a lancé son attaque. Elle m'a accusé d'avoir tenté de contraindre mon défunt oncle à modifier son testament, d'avoir exercé une influence indue, voire de l'avoir menacé dans ses derniers jours. Il essayait de voler notre héritage, a-t-elle crié aux autorités. Elle a présenté des faux documents, a affirmé que j'avais manipulé le vieil homme et a amené des témoins, des parents éloignés qu'elle avait achetés, pour appuyer ses dires. Ces puissantes relations familiales, son récit soigneusement élaboré d'un vieil homme vulnérable exploité par un parent cupide, ont influencé le tribunal. Mes dénégations, mes revendications d'innocence, ont été considérées comme des tentatives de dissimuler ma scélératesse. Les autres parents masculins, craignant son pouvoir, se sont distancés. Je suis ici parce que l'avidité d'une femme pour la richesse et le contrôle l'a poussée à inventer un crime contre moi. Mon cri silencieux est pour la sainteté des liens familiaux pervertis par l'avarice, pour l'innocent pris dans une lutte impitoyable pour l'héritage. J'ai perdu ma liberté, ma réputation et ma paix, tout cela parce que j'étais une menace perçue pour son ambition. Samba, l'hospitalité abusée. Ma maison a toujours été ouverte. Nous croyons en l'hospitalité, à aider ceux qui sont dans le besoin. Ma femme et moi, nous hébergeons souvent des parents, des amis, et même des étrangers de passage, leur offrant un endroit où loger, un repas chaud. Un jour, une jeune femme, une parente éloignée de ma femme, est arrivée. Elle a affirmé qu'elle fuyait une situation difficile dans son village, cherchant du travail en ville. Nous l'avons accueillie, lui avons offert une chambre et l'avons aidée à chercher un emploi. Elle est restée chez nous pendant des semaines. Elle était polie, serviable et semblait sincèrement reconnaissante. Puis, un matin, elle a disparu. Et avec elle, une somme d'argent importante que ma femme avait économisée pour une urgence. Nous avons signalé le vol à la police. Quelques jours plus tard, ils l'ont retrouvée. Mais confrontée, elle n'a pas avoué. Au lieu de cela, elle m'a pointé du doigt. Samba a essayé de s'imposer à moi, a-t-elle crié. Il m'a menacé et je me suis enfui, mais il a pris tout mon argent. Elle a fabriqué une histoire sur moi, me dépeignant comme un prédateur, profitant de sa vulnérabilité et qu'elle avait dû fuir, perdant son argent dans le processus. Elle connaissait ma maison, savait où ma femme gardait ses économies, savait comment me faire porter le chapeau. Sa terreur feinte, ses accusations d'abus, ont éclipsé son propre vol. Je suis ici parce que mon hospitalité a été abusée, ma confiance trahie. Mon cri silencieux est pour la gentillesse qui a été punie, pour la porte ouverte qui est devenue un piège. J'ai offert abri, nourriture, aide, et en retour, elle m'a volé, puis a utilisé un mensonge monstrueux pour échapper à la justice, me transformant en criminel. Abdoulaye, la compétition truquée. J'avais passé des années à bâtir ma réputation d'architecte qualifié. J'étais connu pour mes conceptions innovantes, mon souci du détail. Alors, quand le gouvernement annonçait un grand projet de construction de bâtiments publics, j'ai mis tout mon cœur et toute mon âme dans l'appel d'offres. J'étais convaincu que ma proposition était la plus forte, la plus créative, la plus rentable. Ma principale concurrente était une grande entreprise établie, dirigée par une femme nommée Khadija. Elle avait des relations politiques, mais sa firme était réputée pour être moins innovante, moins compétitive au mérite. À l'approche de la date limite, j'ai entendu des murmures selon lesquels elle avait du mal à finaliser son offre, qu'elle était désespérée. Puis, de nulle part, elle m'a accusé d'espionnage industriel. A affirmé que j'avais piraté les systèmes de son entreprise, volé ses plans, ses coûts, ses listes de clients. Il a essayé de saboter mon offre, a-t-elle crié aux autorités. Elle a présenté des preuves. Une trace d'adresse IP fabriquée, une empreinte numérique manipulée,
et une confession d'un ancien employé mécontent qu'elle avait payé. Son influence politique a assuré une enquête rapide et biaisée. Le scandale a éclaté. Ma réputation a été instantanément ruinée. Mon offre a été disqualifiée et son entreprise, commodément, a remporté le contrat sans opposition. Mon travail méticuleux, mes années d'intégrité, tout a disparu. Je suis ici parce qu'une femme, désespérée de gagner, a truqué la compétition en me piégeant avec un crime fabriqué. Mon cri silencieux est pour l'intégrité d'une concurrence loyale, pour l'innocent écrasé par une ambition impitoyable. J'étais un obstacle gênant, et elle m'a simplement écarté du chemin, utilisant un mensonge comme son arme ultime. Ibrahim est l'honneur, restauré par des mensonges. Je l'ai rencontrée lors d'une fête de famille. Elle était belle, intelligente. Nous avons commencé à parler, un flirt interdit, car elle était fiancée à un autre homme, un homme choisi par sa famille. Notre connexion était indéniable. Nous savions que c'était mal, mais nous ne pouvions pas nous empêcher. Nous avons eu une brève des secrètes liaisons. Puis, son fiancé a découvert la vérité. Le scandale a éclaté. Sa famille a été déshonorée, sa réputation en lambeaux. Elle a subi une immense pression, de l'humiliation, même des menaces. Ses parents avaient besoin d'un moyen de sauver son honneur, de rediriger le blâme, d'éviter une ostracisation sociale complète. Alors, elle m'a accusé de l'avoir forcée. Elle a affirmé que j'avais profité d'elle, que je l'avais trompée, et même droguée, pour l'engager dans cette liaison. Il a détruit mon honneur, a-t-elle crié. Il m'a fait faire des choses contre ma volonté. Elle s'est dépeinte comme la victime innocente, et moi comme le prédateur manipulateur. Sa famille, avide de restaurer son honneur, a soutenu son histoire avec ferveur. Ils ont présenté des preuves, des enregistrements téléphoniques manipulés, des témoignages de témoins vagues et sa propre performance larmoyante d'une femme violée. Mes dénégations, mes affirmations d'une relation consentie, ont été noyées par le rugissement de l'indignation publique, alimentée par le récit d'une femme dont l'honneur était restauré. Je suis ici parce qu'une femme, désespérée de protéger son honneur et sa réputation, a sacrifié ma liberté et ma vérité. Mon cri silencieux est pour l'amour qui a été nié, pour l'acte consensuel qui a été transformé en crime, tout cela pour les apparences. Je paie le prix du besoin de sa famille de contrôler le récit, de sauver la face, à tout prix. Oussin, le sacrifice du projet communautaire. J'ai consacré des années à un projet communautaire crucial. Construire un nouveau puits, une nouvelle école, quelque chose qui bénéficierait vraiment à tout le monde. J'ai offert mon temps, mobilisé des soutiens, levé des fonds et supervisé la construction. Ce fut une entreprise difficile, mais finalement gratifiante. Il y avait une femme au sein du comité de projet, Madame Diop. Elle était ambitieuse, voulait plus de contrôle, plus de reconnaissance. Elle a essayé de saper mon leadership, mais j'ai toujours gardé le cap sur le projet, sur les besoins de la communauté. Alors que nous approchions de l'achèvement, et que le puits était sur le point d'être officiellement inauguré, elle a lancé son attaque. Elle m'a accusé de détourner des fonds du projet. Il a détourné de l'argent pour son propre profit, a-t-elle affirmé. Il a construit sa propre maison avec les dons de la communauté. Des mensonges flagrants. Chaque reçu, chaque dépense, était méticuleusement comptabilisée. Mais elle s'était préparée. Elle a présenté des factures manquantes qu'elle avait secrètement détruites, des anomalies exagérées, et a influencé certains membres de la communauté qui étaient facilement influençables par ses arguments persuasifs. Ses cris publics de trahison, son indignation fabriquée, ont retourné l'opinion publique contre moi. La joie du nouveau puits, de la nouvelle école, a été éclipsée par le scandale. Je suis ici parce que l'ambition d'une femme pour le pouvoir et le contrôle l'a poussée à inventer un crime, ternissant un projet dans lequel j'ai mis tout mon cœur et détruisant ma réputation. Mon cri silencieux est pour la confiance de la communauté trahie, pour l'effort désintéressé qui a été diabolisé. J'ai été sacrifié à son ambition, mon bon travail transformé en un outil pour son ascension. Pape, le mensonge, murmuré, de l'enfant. La fille de ma sœur, la petite Amina, c'était une enfant brillante et imaginative. Je l'aimais comme ma propre fille. Je jouais avec elle, lui racontais des histoires, lui achetais des petites friandises. Je pensais que nous avions un lien spécial. Puis, ma sœur et son mari ont commencé à avoir des problèmes conjugaux. Les tensions étaient vives. Ils se disputaient souvent. Un jour, lors d'une dispute particulièrement houleuse, Amina, confuse et effrayée, a murmuré quelque chose à sa mère. Quelque chose à propos de moi. Quelque chose qui a été mal interprété, ou peut-être subtilement encouragé par sa mère, qui cherchait à prendre le dessus, à gagner la dispute ou à blesser son mari.
Elle a affirmé que je l'avais touchée de manière inappropriée. Un mensonge monstrueux, inimaginable. Les mots innocents d'un enfant, peut-être un rêve, un jeu, transformés en une accusation dévastatrice. Sa mère, désespérée et peut-être émotionnellement bouleversée, s'en est saisie. La police a été appelée. Amina, coachée ou simplement répétant ce qu'elle avait entendu, a réaffirmé son histoire. Ma sœur, autrefois ma confidente, me regardait maintenant avec une fureur froide. Son mari, soulagé de pouvoir rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, a volontiers cru à la version de sa femme. La communauté, toujours prompte à protéger ses enfants, m'a immédiatement condamné. Mes plaidoyers désespérés d'innocence, mon amour pour cet enfant, ont été considérés comme des preuves supplémentaires de ma dépravation. Je suis ici parce que les paroles innocentes d'un enfant, peut-être mal interprétées ou manipulées, ont été utilisées par une femme dans son désespoir pour obtenir un avantage dans un conflit conjugal. Mon cri silencieux est pour l'innocence brisée d'un enfant, pour les liens familiaux détruits, et pour la pureté de l'amour transformée en quelque chose de vil. Je suis qualifié de monstre, séparé de l'enfant même que j'adorais, tout cela à cause d'un mensonge murmuré. Le cri silencieux collectif. Nous sommes les inaudibles, les écartés, les hommes dont les vérités ont été sacrifiées sur les autels de la commodité, de la vengeance, de la cupidité ou de la peur. Nous venions de tous horizons, l'aîné respecté, le professionnel ambitieux, le modeste vendeur, le mari dévoué. Nous croyions en la justice, en la communauté, en la sainteté de nos foyers. Et puis, elle est venue. Une femme. Pas toutes les femmes, bien sûr. Pas la plupart. Mais une femme, dont les mots, dont les larmes, dont les actions calculées, avaient le pouvoir de briser nos vies. Nous étions innocents. Nous n'avions commis aucun crime. Pourtant, nous sommes ici. On dit qu'un homme est fort, qu'il est le chef, le pourvoyeur, le protecteur. Mais qu'est-ce qui protège un homme d'un mensonge? D'une histoire fabriquée qui gagne en crédibilité parce qu'elle vient d'une source vulnérable. Quelle défense a-t-il lorsque la société est prédisposée à croire un récit plutôt qu'un autre, quels que soient les faits? Nous portons les fardeaux de nos familles, le poids de nos communautés. Mais le fardeau le plus lourd de tous est celui-ci, invisible. L'injustice profonde d'être condamné pour ce que vous n'avez pas fait. La honte d'être un innocent non cru. L'agonie de voir votre réputation s'effondrer, vos proches souffrir, votre avenir s'évanouir. Tout cela parce qu'une femme a choisi d'utiliser son genre, sa victimisation perçue ou ses circonstances désespérées comme une arme. Notre cri silencieux n'est pas un cri de colère, bien que la colère brûle. Ce n'est pas un cri de désespoir, bien que le désespoir menace de nous consumer. C'est un cri pour la vérité, pour la reconnaissance, pour la compréhension que les fausses accusations, de quelque source qu'elles proviennent, sont un cancer qui ronge le cœur de la justice. Nous sommes des hommes, innocents, brisés, et notre seule supplication, derrière ces barreaux, est que le monde écoute vraiment, les vérités qui sont si facilement ensevelies. Nous sommes le cri silencieux de l'injustice, résonnant dans ces murs, attendant un monde qui se soucie d'entendre.